Comment on peut repérer les symptômes du Graminarum et du Microdochium au champ? Alors c'est très compliqué. Le problème de la fusariose de l'épi, c'est que c'est un complexe de nombreuses espèces. En fait, il faut imaginer l'épi comme un écosystème qui, quand un champignon est éliminé, d'autres champignons vont prendre la place. La bulle n'est jamais vide. On a toujours des espèces plus ou moins agressives, plus ou moins opportunistes, de Fusarium et Microdochium qui seront présentes sur cet épi et qui génèrent des symptômes très proches. La seule astuce qu'on peut à l'heure actuelle donner, c'est que vous avez vu que Graminarum est capable de pénétrer dans le rachis et de progresser. Donc le symptôme classique de fusariose qu'on observe aujourd'hui, de tronçons d'épi complètement échaudés, rose, orangé, va plutôt être associé à Fusarium graminearum et son petit frère Fusarium culmorum qui est beaucoup moins présent aujourd'hui sur le territoire. Si je devais faire un rapport entre les deux, je dirais 95% pour graminearum, 5% pour culmorum. Donc ces deux champignons ont la capacité de nécroser le rachis, de progresser, et donc quand vous avez 5-6 épillets consécutifs touchés, vous aurez plutôt tendance à être sur ces champignons-là. À savoir, ce sont les deux champignons aujourd'hui qui produisent les mycotoxines appelées trichothécènes de type B, à savoir le désoxynivalénol, DON, et nivalénol, NIV. Mais ce n'est pas forcément une règle stricte. Quand vous avez plutôt un épillet isolé à un endroit touché, un autre 3 épillets plus haut touchés, vous allez plutôt être sur du Microdochium, voire sur d'autres espèces de Fusarium. Et après, on a également un symptôme qu'on voit beaucoup dans les parcelles, d'une petite auréole au niveau de la glume, une petite auréole brune avec un centre un petit peu blanc, qui lui va plutôt être causé par les espèces opportunistes comme Fusarium poe, Fusarium trisynctum, Fusarium lancetier, Sporotrichoides, qui sont des espèces dites secondaires et qui sont plutôt présentes en cas de faible pression à fusariose. Ce qui est important de noter également, c'est que contrairement à tous les fusariums qui sont capables d'attaquer le pied et l'épi, Microdochium il est également capable d'attaquer les feuilles. Donc on va pouvoir retrouver des symptômes dans ces essais d'ailleurs. Cette année, on est plutôt sur une année humide et fraîche. Et Microdochium a plutôt tendance à aimer des températures aux alentours de 16 degrés avec beaucoup d'humidité. Graminearum, lui, et les fusariums sont plutôt sur du 20 degrés. Et on voit cette année dans ces essais pas mal de symptômes sur feuilles. Donc on va avoir une tache, une nécrose qui va débuter par du verdâtre, un aspect un petit peu huileux, un petit peu gras, légèrement transparent quand on le regarde à contre-jour, qui se développe souvent consécutivement à une blessure. Alors la blessure peut être une morsure de cryocère, peut être une ancienne nécrose de septoriose, une tache physiologique. Et cette nécrose verdâtre va brunir, va se transformer en réelle nécrose brune sur la feuille, souvent située à la courbure des feuilles ou à la ligule. Et une astuce de diagnostic pour la reconnaître, c'est de faire incuber ces feuilles dans une bouteille d'eau que vous avez au préalable vidée évidemment. Vous la laissez pendant 24 heures sur le coin du bureau et le lendemain, vous allez observer sur la face supérieure de la nécrose des petits points orangés alignés le long des stomates et qui sont la caractéristique de Microdochium. Ces petits points que vous allez voir correspondent à des petites touffes de spores, des sporodochies oranges qui sortent par les stomates le long de la nécrose. Donc c'est une astuce pour ne pas confondre Microdochium sur feuille, qui est un symptôme pas rare mais secondaire, de la septoriose ou d'autres maladies. Toutes ces analyses laissent suffisamment de temps pour pouvoir enclencher des traitements derrière et trouver des solutions pour... Alors au niveau des traitements pour la fusariose, non. Le problème de la fusariose, c'est qu'une fois que le symptôme est visible, c'est trop tard. Donc là, on serait plutôt sur des méthodes prophylaxiques de détection avant l'arrivée du champignon. Donc là, on ne va pas chercher l'ADN du champignon, on va plutôt raisonner en termes de résistance variétale, de climatologie, etc. Au niveau de la durée d'analyse, une analyse où on va chercher à cultiver le champignon, donc microbiologique, implique qu'on lui laisse le temps de pousser. Donc on va plutôt être sur des analyses d'une semaine à 10 jours. Une analyse moléculaire, entre la réception de l'échantillon et le résultat, on s'écoule 48 heures en moyenne.